Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par l'Union des Français de l'étranger, que je remercie, et dédié à l'immobilier et en particulier à la nue propriété dans l'ancien, qui est, on va en parler, une façon alternative, optimisée d'investir en immobilier dans l'ancien. Vous êtes de très nombreux expatriés à assister à ce webinaire, un peu partout en Europe. Je suis ravi de vous avoir en ligne. J'ai été moi-même expatrié quelques années, mais plutôt en Asie. Et donc, je vais vous présenter donc cette solution d'investissement, la nue propriété, de la manière suivante. Je vous propose de démarrer par une présentation d'une vingtaine de minutes, et ensuite vous laissez le temps pour ceux qui le souhaitent de poser des questions en chatant. Alors, peut-être commencer par me présenter et présenter ma société. Je suis donc Amaury de Calonne, le cofondateur de la société Monetivia. Monetivia, qui est une société qui est spécialisée en immobilier et en ingénierie patrimoniale. Ingénierie patrimoniale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille l'immobilier et qu'on élabore des solutions d'investissement sécurisées, performantes, innovantes, à partir d'une expertise que nous avons qui repose sur le démembrement de propriétés et qui va être le sujet qu'on va évoquer tous ensemble. Dans ce cadre-là, on a mis en place une nouvelle solution, une nouvelle façon d'investir en immobilier dans l'ancien, qui permet à des investisseurs locatifs traditionnels d'échapper, de s'affranchir de toutes les contraintes, tous les risques locatifs, de tous les inconvénients du locatif. Et pour mettre en place cette solution, on a noué un partenariat avec Allianz, l'assureur, pour donner lieu au contrat Monetivia que je vais avoir l'occasion de vous décrire. Alors parlons un peu d'immobilier, et notamment d'immobilier dans l'ancien. Alors comme vous le savez, l'immobilier reste une valeur sûre pour les Français, parce que c'est vu avant tout comme une façon de constituer son patrimoine et de préparer sa retraite à 72% lorsque on pose la question à une clientèle patrimoniale. Celle-ci met en avant l'ancien et dit, voilà, moi je considère que l'immobilier ancien reste le meilleur placement en immobilier, à 62%. Et lorsqu'on interroge cette même clientèle qui a un patrimoine supérieur à 1 million d'euros, ce chiffre monte à 73%, à considérer que l'ancien reste le meilleur placement en immobilier. Alors effectivement, l'immobilier se porte bien en France. Vous êtes sans doute au courant, dans un contexte où les marchés actions sont mitigés, sont difficiles, les taux dans un contexte de taux bas. L'immobilier, lui, se porte bien, se porte même très bien. Près d'1 million de transactions en 2017 dans l'ancien. On va retrouver exactement le même chiffre en 2018, les chiffres viennent de sortir, avec une hausse sensible de l'immobilier. Les chiffres, pour vous donner par exemple le chiffre à Paris, du prix moyen qui a été communiqué par les notaires il y a une quinzaine de jours, prix moyen du mètre carré à Paris, 9 450 euros. Donc effectivement, l'immobilier ne cesse d'augmenter. L'avantage aussi de l'ancien, pourquoi il est prisé, c'est que c'est une manière aussi d'acquérir un actif au prix du marché, d'être dans le marché. Euh, Différence par exemple qu'on va trouver avec l'immobilier dans le neuf, qui a ses atouts certes, mais qui effectivement subit ou nécessite une surcote au départ, et grosse différence avec l'immobilier ancien. Alors, on parle d'ancien, effectivement, c'est très prisé, mais pourtant, tout est fait pour le rendre moins attractif et toujours moins attractif. D'abord, en dégradant les rendements. Les rendements locatifs, on a vu que les loyers sur les 10 dernières années ne suivaient pas l'inflation. La loi Allure n'a cessé d'accroître le déséquilibre entre le propriétaire et le locataire en faveur du locataire. Paris vient de revoter de nouveau la mise en place de l'encadrement des loyers à Paris. La taxe foncière, les charges de copropriété n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Tout ça pèse évidemment très fortement sur le rendement.
la taxe foncière devrait continuer à augmenter compte tenu du fait que la taxe d'habitation, elle, va être supprimée. Donc tout ça pèse, et parallèlement, en plus, la fiscalité, elle, n'a pas cessé d'augmenter. La nouvelle tranche à 45% a été créée en 2012. La CG-CRDS a augmenté avec Macron encore en début d'année dernière, et pour la porter à 17,2%. Et pour ceux qui sont à l'ISF et qui désormais sont à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, tout ça pèse évidemment sur les rendements, très fortement dans l'ancien. Je n'ai pas parlé évidemment de ce qui s'ajoute quand on fait du locatif, tous les risques locatifs, d'impayés, de vacances locatives, les soucis de gestion, tout le temps qu'on va y passer. Donc tout ça consolidé fait qu'effectivement l'investissement locatif dans l'ancien, il faut être sérieusement motivé pour y aller. Je vous dis un cas pratique. À titre d'exemple, imaginez vous achetez un bien qui a une valeur de 600 000 euros, vous mettez un locataire avec un rendement brut de 3,5%, ce qui vous génère un loyer brut de 21 000 euros annuel. Une fois que vous avez décompté les charges que vous allez payer dans l'année, hein, assurance, charges, travaux d'entretien, taxes foncières, etc., vous allez perdre à peu près 20% de votre loyer. Si vous êtes à un TMI, taux marginal d'imposition, de 30% plus la CSG-CRDS, vous paierez en impôt sur ce montant de loyer un peu plus de 7 900 euros. Et si en plus vous êtes à l'IFI, c'est-à-dire, imaginons que vous ayez déjà 1,3 million de patrimoine immobilier, vous ajoutez ces 600 000 euros d'acquisition immobilière, ça vous en coûtera 4 200 euros d'impôt à l'IFI. Bilan des courses, en étant parti d'un rendement brut de 3,5% au départ, il vous reste à la fin de l'année 0,78%, c'est-à-dire 4 670 euros à mettre en perspective par rapport aux 21 000 euros présentés au départ. Bon, donc c'est pas la peine de vous faire un dessin, même avec un loyer ou enfin une situation où vous ne seriez pas à l'IFI et un TMI à la tranche la plus basse à 14%, votre rendement serait de 1,8%, c'est-à-dire que vous auriez divisé par deux, vous divisez par deux votre rendement locatif. Alors, effectivement, on peut se poser la question de se dire à quoi bon un investissement immobilier qui procure des revenus si à la fin il en reste si peu. Une solution, la solution, peut être effectivement la nue propriété, qui est un investissement du type locatif sans tous ces inconvénients. Alors le principe, quel est-il? Vous achetez un bien à un vendeur senior qui se réserve un usage dans le bien, qui va d'une certaine manière devenir votre locataire. Hein, et il va vous dire, voilà, moi je vais me réserver un certain nombre d'années et je vais vous régler immédiatement ces années de loyer que je souhaite conserver. On va donc fixer une date, une durée d'usage, et cet usage a une valeur que l'on va déterminer à partir des loyers, et on va déduire cette valeur d'usage du prix du bien, ce qui va correspondre à votre acquisition, hein, à l'achat que vous allez faire. Vous allez donc, au lieu d'acheter un bien en pleine propriété et percevoir votre loyer de 3,5%, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, chaque année avec les risques et la fiscalité qui lui impute, là, vous avez un vendeur qui vous dit, moi, je me réserve tant d'années de loyer et je vous les paye tout de suite, sonnant et trébuchant, sous forme de réduction de prix. Juridiquement, sur quoi est-ce qu'on s'appuie? Sur le démembrement de propriété. Hein. C'est, pour rappel, le principe du démembrement de propriété. Une pleine propriété, lorsqu'on détient un bien, nous sommes plein propriétaires, et cette pleine propriété se décompose de deux choses. La nue propriété, qui est la propriété du bien, la propriété des murs sans la jouissance, et l'usufruit qui est l'usus et le fructus, c'est-à-dire l'usage du bien et le fruit du bien. Et c'est cela que vous allez laisser à votre vendeur. Vous allez acheter la nue propriété du bien et laisser au vendeur un usufruit temporaire euh, qui s'échelonnera entre 10 et 25 ans selon les biens. Et cet usufruitier, ce vendeur, qui est donc usufruitier,
va utiliser le bien, il pourra aussi le louer, même si c'est absolument pas son objectif. Son objectif, c'est bien de rester dans les lieux. Mais voilà le principe. Et cet usufruit est valorisé économiquement. Valoriser économiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on va fixer le loyer du bien, un loyer de marché, c'est-à-dire que le loyer n'est pas le même évidemment en fonction des appartements, que vous soyez euh, au cœur de Paris ou dans le sud de la France ou au fin fond de la Bretagne. On va partir du loyer du bien, on va l'indexer, c'est-à-dire qu'on va le faire augmenter pendant toute la durée du usufruit de 1,5% chaque année. On va ensuite actualiser cette somme de loyer, hein, actualiser parce qu'évidemment, percevoir 1 000 € aujourd'hui ou percevoir 1 000 € dans 15 ans n'a pas la même valeur. Et on va enlever tout de suite le ratio de charges, travaux et taxes qui imputent traditionnellement aux propriétaires. Hein, on va le retirer tout de suite. Et ce qui fait que pendant toute la durée de l'usufruit, l'investisseur, l'acquéreur de la nue propriété, ne paiera rien, c'est-à-dire que les charges de copropriété et la taxe foncière sont réglées par l'usufruitier pendant toute la durée du usufruit. Alors voilà, c'est ça le principe de la nue propriété, c'est j'encaisse X années de loyer immédiatement, net d'impôts, puisque il n'y a pas de, je les encaisse sous forme de réduction de prix, donc il n'y a pas de flux financier, et je les encaisse effectivement tout de suite. Alors c'est un type d'investissement évidemment qui présente de nombreux avantages. Le premier des avantages, c'est évidemment que ces loyers, tous vos loyers sont sécurisés, puisque vous allez encaisser tout de suite, donc vous n'êtes pas sujet au risque locatif d'impayés ou de vacances et tous les soucis de gestion qui vont avec, hein, c'est-à-dire de changer son locataire. Ces loyers ne sont pas fiscalisés puisqu'ils sont perçus sous forme de réduction de prix. Donc les 3,5% bruts sont devenus des 3,5% nets. La plus-value imposable, et ça c'est un point absolument fondamental, en cas de revente du bien, j'achète un bien 50 qui a une valeur vénale de 100. Le jour où je revends le bien après avoir récupéré la pleine propriété du bien, pour calculer la fiscalité sur la plus-value, mon prix de revient est 100 et non pas 50. J'ai décaissé 50, mais c'est bien 100, valeur de la pleine propriété le jour de mon acquisition de la nue propriété, qui fait office de prix de revient pour le calcul de la plus-value. Comme je l'ai précisé, la taxe foncière est réglée par l'usufruitier ainsi que toutes les charges de copropriété pendant toute la durée du usufruit. Et seuls les gros travaux, c'est-à-dire les grosses réparations au titre de l'article 605 et 606 du Code civil, c'est-à-dire les grosses réparations, ce sont celles qui intéressent l'immeuble dans sa structure, sa structure et sa solidité propre, c'est-à-dire en gros ce qui touche au mur, à la structure elle-même et la toiture, l'étanchéité. Hein. Seuls ces aspects-là, c'est-à-dire en gros clos et couverts, sont traités comme des grosses réparations et incombent au nu propriétaire. Tout le reste, toutes les charges d'entretien, ravalement, entretien d'immeubles, etc., restent côté usufruitier. Les frais de notaire, eux aussi, sont allégés. Un autre avantage pour l'investisseur. Pourquoi? Parce que l'assiette de calcul n'est plus la pleine propriété, mais la valeur fiscale de la nue propriété. Hein, le fisc a un barème pour valoriser et l'usufruit fiscalement et donc par effet miroir la nue propriété. Et c'est sur cette valeur-là que seront imputés les 7,5% de frais de notaire. Donc là, il y a un gain aussi immédiat pour l'acquéreur, puisque ce gain en termes de frais de notaire représente entre 1 an à 2 ans de loyer net. Donc c'est absolument considérable. Et effectivement, vous n'avez aucun souci de gestion, car vous achetez la nue propriété, vous laissez un usufruit de X années à votre vendeur, et vous n'avez rien à faire pendant toutes ces années. Vous voyez ici un comparatif entre l'investissement locatif classique, hein, sur le même bien, avec l'acquisition en nue propriété. Donc effectivement, là vous achetez la valeur vénale d'un côté, vous l'achetez avec décote de l'autre. Cette décote, ce sont effectivement ces loyers que vous avez encaissés
par avance, hein, en laissant l'usage à votre vendeur. D'un côté, vous avez la gestion locative ou des frais de gestion. Vous devez vous occuper de l'appartement. Vous n'avez plus aucun souci de gestion en nue propriété. Vous n'êtes plus sujet au risque locatif en nue propriété, là où vous pouvez avoir des mauvais locataires, où vous devez changer, notamment sur 10, 15, 20 ans. On a de nombreux locataires, donc effectivement, ça nécessite du temps en gestion. Et puis en termes de fiscalité, comme je vous l'ai précisé, vous avez perçu la totalité des loyers en avance, sans fiscalité, puisque sous forme de réduction de prix. La plus-value est calculée à partir de la valeur de la pleine propriété et non pas de la nue-propriété. Et vous avez des droits de mutation allégés, alors qu'elles sont à taux plein, évidemment, sur la valeur vénale du bien, dans un investissement locatif traditionnel. Enfin, on a parlé des travaux d'entretien, gros travaux et taxes foncières, tout ça, c'est pour le propriétaire, en tout cas pour partie, dans le cadre de l'investissement locatif traditionnel. Seules les grosses réparations incombent aux nus propriétaires dans le deuxième choix. Alors, il y a deux spécificités dans la nue propriété lorsque, effectivement, on acquiert de la nue propriété avec un usufruitier qui est un senior. La première des spécificités, c'est que, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, vous partez avec un usufruit temporaire de 15 ans. Vous avez donc encaissé 15 années de loyer prématurément, hein, en avance. Il peut se produire une chose, puisque votre usufruitier est un senior, c'est qu'il décède prématurément. S'il décède prématurément, à ce moment-là, vous allez récupérer le bien plus tôt. Comme vous le récupérez le bien plus tôt, vous avez encaissé 15 ans de loyer, mais imaginez que le décès survienne au bout de 10 ans, votre vendeur n'a lui consommé que 10 ans de loyer. Or, il vous a prépayé 15 ans. Donc l'idée, c'est que vous allez récupérer le bien 5 ans plus tôt, mais restituer ces 5 années de loyer qu'il n'a pas, que votre vendeur n'a pas consommé, mais qu'il vous avait prépayé. Vous allez restituer cette valeur, mais sur cette valeur, l'idée est de dire, vous encaissez tous les loyers par avance, si vous devez en rendre, vous rendez, mais vous ne rendez pas tout. Vous ne rendez pas tout, pourquoi? Parce qu'on applique un abattement sur cette somme de loyers à restituer de minimum 30%. Ça, c'est vrai pour tous les biens, hein. Un abattement de minimum 30% est appliqué sur cette valeur de loyer à restituer. Ça, c'est le premier cas de figure. Donc, vous récupérez le bien plus tôt. Le fait que vous ayez cet abattement sur les loyers à restituer fait mécaniquement augmenter le TRI, le rendement de l'opération, hein, puisque vous gagnez, en plus de la décote préalable, un supplément de 30% sur une somme de loyer à venir. Deuxième cas de figure, moins probable, mais qui peut aussi arriver et qui est couvert, c'est qu'au bout de 15 ans, votre usufruitier senior souhaite prolonger son bail dans le bien. Il aura alors au minimum 92 ans, il n'aura jamais moins de 92 ans, et s'il souhaite rester dans le bien, il peut le faire. Il peut le faire pourquoi? C'est là où Allianz intervient, parce qu'Allianz enclenche une rente immédiate, c'est-à-dire que si le senior est en vie au bout de 15 ans, au terme de l'usufruit, une rente s'enclenche immédiatement versée par Allianz, et cette rente est versée à l'investisseur, à vous, acquéreur, tant que le senior reste dans le bien, vous êtes indemnisé de façon mensuelle, vous percevez cette rente, tant que votre usufruitier occupe le bien. Si en revanche, l'usufruitier, qui n'est plus usufruitier, le senior quitte le bien, à ce moment-là, c'est lui qui perçoit cette rente, qui récupère la rente, et vous récupérez le bien. Le principe est de protéger les deux parties pendant toute l'opération. Je vous ai mis un exemple d'un bien qu'on a aujourd'hui, alors c'est très concret, hein, c'est un bien qu'on a aujourd'hui, une opportunité qui est proposée aujourd'hui à la vente. Un appartement à Versailles de 116 mètres. Et voilà comment ça marche concrètement. Ce bien a été valorisé à 685 000 euros. On a fixé le loyer du bien, que vous voyez dans le tableau du bas, 24 263 euros loyer annuel première année, hein, qui correspond à 3,54%
de rendement brut. Dans le cas d'un investissement locatif classique, si vous achetiez ce même bien, une fois que vous avez retiré les petites pertes dues aux vacances locatives, aux impayés, aux frais de gestion, si jamais vous avez un, un agent immobilier à qui vous avez confié la gestion locative de votre bien, vous ajoutez la fiscalité, vous ajoutez la totalité des charges, travaux et taxes qui vous incombent, vous voyez que vous avez un rendement qui tombe à 1,4%, hein, vous percevez 9 600 euros de loyer. Avec Monetivia, la façon dont on a calculé la chose, sur le même loyer, même loyer, on retire tout de suite les charges qui incombent aux propriétaires, et donc la valeur de loyer perçue sous forme de réduction de prix la première année s'élève à 19 400 euros, c'est-à-dire que le rendement net est clairement doublé, et votre gain est de 9 800 euros. Donc voilà comment on fait ce calcul-là. Donc 19 400 euros de loyer la première année, ça dure 18 ans. Donc on ajoute, vous avez ici les loyers pris en compte pour évaluer l'usufruit, avec une augmentation d'1,5% par an chaque année. Et une fois qu'on a cette somme de loyer, on en détermine, une fois qu'ils sont actualisés, la valeur économique de l'usufruit que vous trouvez dans le tableau du haut, 314 000 euros. Et c'est ce montant-là qui est déduit de la valeur pleine propriété, qui nous donne le prix de la nue propriété. Nous ajoutons nos honoraires de 3,5%, qui donne le prix de la nue propriété. Acquisition de cet appartement à Versailles, on achète un bien à 395 000 euros qui vaut 685 000 euros en laissant un usufruit de 18 ans au vendeur. Cas particulier qui pourrait arriver, décès prématuré par rapport à ces 18 années. Prenons un exemple à 10 ans. La valeur des loyers à restituer, si le décès survenait au bout de 10 ans, est de 170 000 euros. Nous appliquons un abattement sur ce montant de 33%. Le complément à verser est de 113 000 euros. 113 000 euros plus 395 000 euros. Vous avez acheté 508 000 euros, un bien qui vaut 685 000 euros. Vous le revendez, par exemple, imaginons, hors fluctuation immobilière, vous le revendez 685 000 euros. La différence entre les deux, c'est net d'impôt. Voilà le principe de la solution, et voilà un exemple avec le bien de Versailles. Alors, investir en nue propriété dans l'ancien, on a différents objectifs. Évidemment, le premier des objectifs pour un investisseur, c'est de préparer sa retraite. Il faut évidemment être un investisseur de long terme. Ce n'est pas du tout une solution d'investissement qui s'adresse à des acheteurs qui souhaiteraient récupérer le bien dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, ou à date. Hein. Il faut être un investisseur de long terme, et c'est clairement un produit retraite, hein, c'est clairement un produit pour se constituer un patrimoine sécurisé, performant, à rendement, et pour, à terme, une fois que vous récupérez le bien, générer un complément de revenu à votre retraite, ou alors le revendre si vous souhaitez, vous en faites ce que vous voulez. La nue propriété, c'est aussi un moyen de c'est un moyen, on a des investisseurs qui achètent la nue propriété pour la donner immédiatement à un enfant, hein, et optimiser fiscalement l'opération. Ou alors, vous avez aussi des investisseurs qui achètent pour eux à terme. Hein, vous êtes un actif, vous êtes un expatrié, vous rentrerez sans doute pour votre retraite, pour certains en France. Et ben, c'est un moyen de prendre date et d'acheter un pied-à-terre, votre future résidence principale, votre future résidence secondaire. Donc voilà tout type de possibilités en achetant un bien en nue propriété. Les atouts de la nue propriété dans l'ancien, évidemment, le premier avantage, c'est effectivement c'est un prix attractif, hein, c'est un prix de marché. On est, comme je le disais tout à l'heure, dans le marché, il n'y a pas de surcote, et on est à des emplacements qui sont favorables, c'est-à-dire qu'on est au cœur des villes, au cœur des grandes villes, avec en son sein, dans le bien, un occupant qui est attaché au bien. Et ça, évidemment, beaucoup d'acquéreurs y sont sensibles. Quand vous louez un bien pendant 15-20 ans, vous avez un certain nombre de locataires qui vont occuper ce bien,
qui n'ont pas forcément le même attachement au bien que celui qui était propriétaire et qui a décidé d'y rester et d'en tirer des liquidités. Donc ça, c'est un élément, quand on est propriétaire, on est loin notamment, qui est très important, c'est de savoir que la personne qui est dans le bien s'en occupe, y est attachée et n'a pas de volonté de le dégrader ou quoi que ce soit. Et puis c'est une offre aussi qui est diffuse, hein, si, par exemple par rapport au neuf, le neuf c'est souvent des programmes immobiliers, c'est même toujours des programmes immobiliers. Là ici c'est des biens comme des biens que vous achèteriez encore une fois en locatif traditionnel, hein, qu'on va trouver un peu partout en ville, si vous êtes intéressé par le 16e ou le, ou le 11e arrondissement à Paris, si vous voulez être sur la promenade des Anglais à Nice, ou si vous voulez acheter au cœur de Bordeaux ou je ne sais où. C'est vraiment une offre sur mesure et diffuse. Alors, une offre diffuse qui est un immobilier, effectivement, qui est savamment sélectionné, c'est-à-dire que chaque bien qui est sélectionné doit présenter un caractère, une valeur locative ou patrimoniale. Hein. Il est vrai que nous n'allons pas sélectionner des biens qui seront positionnés dans des zones, je ne sais pas moi, en pleine campagne, où les biens que nous allons sélectionner sont toujours soit intéressants du point de vue locatif, parce qu'ils sont au cœur des villes et que sur le long terme, vous n'avez pas de risque de ce point de vue-là, soit ils ont une vraie valeur patrimoniale, la même chose de par leur location. Alors, c'est vrai que la nue propriété est une solution qui est particulièrement adaptée pour les expatriés. Il faut savoir que près de 40% de nos investisseurs sont des expatriés. Pour les raisons qu'on a évoquées, aucune gestion nécessaire, aucun flux locatif avec bon, il est vrai que la majorité des acquéreurs de la nue propriété sont des gens qui ne veulent surtout pas en réalité de locataires hein, et de flux locatifs. Et donc c'est un moyen de préparer votre retour et de garder d'une certaine manière un pied en France et ceci sans souci de gestion, sans problème particulier. Un dernier mot avant de passer aux questions, le financement de ce type d'opération. Parce que c'est particulier, effectivement, vous n'allez pas acquérir la pleine propriété d'un bien, vous allez acquérir la nue propriété d'un bien, et les banques, évidemment, n'analysent pas le dossier de la même manière. Alors, l'explication que je vais vous donner ici sur le fonctionnement du marché en termes de financement ne tient pas compte, évidemment, de la relation que vous pourriez avoir avec votre banque privée, si vous avez une banque privée, et qui, évidemment, a un historique, a vos assets peut-être chez elle, et donc il y a beaucoup d'inputs personnels et de situations qui est très personnelles. Donc là, évidemment, c'est un cas particulier. Mais globalement, généralement, comment est-ce qu'on finance ce type d'opération? Alors, de deux manières. La banque, soit va vous prêter, mais à une condition, à plusieurs conditions. La principale étant que vous ayez ce qu'on appelle une garantie déplacée. Garantie déplacée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une garantie qui n'est pas la nue propriété. La banque ne va pas prendre en garantie la nue propriété, elle va prendre une garantie sur un autre actif, qu'il soit immobilier ou financier. S'il est immobilier, vous détenez un autre bien en pleine propriété, un bien locatif ou une résidence principale que vous aviez en France. À ce moment-là, la banque va vous dire, pas de problème, je vous prête en mettant une hypothèque sur le bien que vous avez en pleine propriété, du montant que vous souhaitez emprunter. Il faut évidemment avoir cet actif en France. Et puis, ils vont vous demander évidemment un minimum de fonds propres entre 20 et 30% en règle générale par rapport à cette acquisition. Donc ça, c'est le premier moyen, c'est je suis une banque, je vous prête, à vous acquéreur de nue propriété, mais je vous prête à la condition que vous me mettiez à disposition une garantie qui ne soit pas la nue propriété. Cette garantie doit être soit immobilière, soit financière. Vous pouvez adosser aussi un contrat d'assurance vie ou quel qu'il soit pour emprunter. Ça, c'est le premier moyen de faire. Le deuxième moyen de faire, c'est que cette banque, au lieu de mettre une hypothèque sur un bien immobilier, va faire appel à une société de caution.
Société de caution, c'est un moyen pour la banque de déporter le risque, hein. En gros, c'est la société de caution qui va se porter caution sur le crédit, l'emprunt que vous allez faire. Vous connaissez peut-être des sociétés type SACEF ou Crédit Logement. Ces sociétés sont des sociétés de caution et leurs critères à elles, il est très clair. Il faut que vous déteniez de l'immobilier et elles vont vous demander que votre patrimoine net immobilier soit au moins équivalent au montant emprunté. Patrimoine net immobilier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes propriétaire, par exemple, d'une résidence euh, donc principale ou secondaire parce que vous êtes expatrié, mais si vous avez un bien immobilier en France qui a une valeur de 500 000 euros, que vous avez un crédit sur ce bien immobilier de 100 000 euros, votre patrimoine net immobilier est de 400 000 euros. Et donc, la société de caution va, sous couvert évidemment, à condition que vous ayez des revenus pour rembourser les mensualités du crédit, va vous demander pour sa garantie le fait que effectivement vous ayez ce patrimoine net, donc dans mon exemple, de 400 000 euros, et donc vous prêtera euh, euh, un montant qui sera proche de ces 400 000 euros. Voilà comment fonctionne le financement. Donc, c'est pas donné à tout le monde. C'est difficile, il est vrai, d'emprunter si on n'a pas déjà de l'immobilier. Donc voilà en termes de ce qu'on peut dire sur les aspects financement d'ordre général. Encore une fois, sans occulter le fait que si vous avez des relations privilégiées avec votre banque, vous pouvez trouver sans doute d'autres solutions. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'investissement en nue propriété. J'ai mis dans la présentation mon adresse email. Si vous avez, je vais répondre à vos questions à partir de maintenant. Mais si je ne peux pas répondre à toutes les questions et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer des mails sur cette adresse. Je serai très heureux de pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux questions. Alors, je fais une petite manip et je vais commencer. Euh, Stéphane, Sylvie, Vincent et Martin me disent bonsoir. Bonsoir Florian aussi, Sylvie. Olivier Piron qui me pose la première question. Bonsoir Amaury. Des enfants peuvent-ils acheter à leurs parents pour éviter des frais de succession? Alors, ça, c'est un sujet qui est particulier. Euh, alors vous pouvez acheter des frais de succession, mais si vous achetez de la nue propriété, par définition, vous avez des droits à payer. Il n'y a pas un énorme intérêt, pour être très clair. On pourra en discuter, Olivier, si vous voulez, mais l'opération par des enfants d'acheter la nue propriété n'est pas, n'est pas, n'est pas une opération qui est si intéressante que ça. Donc, non, non. Si j'avais à répondre comme ça, à brûle pour point, je dirais oui, ils peuvent acheter, mais c'est pas forcément très intéressant. Faucheur, bonsoir. La durée d'acquisition pour calculer la plus-value à la revente. Date d'achat nue propriété ou date d'acquisition de la pleine propriété? Réponse, date d'achat de la nue propriété. Vous achetez aujourd'hui la nue propriété avec une valeur de pleine propriété, et c'est cette date d'aujourd'hui qui a valeur pour calculer les délais. Prenons un exemple, vous achetez 50, un bien qui vaut 100 aujourd'hui, vous le revendez dans 20 ans, alors je vais dire 150. À ce moment-là, le prix de revient, c'est 100 plus les frais notaires. Vous dégagez une plus-value, je dis n'importe quoi, imaginons de, de 47, et ces 47 sont sujets au barème des 22 et 30 ans, hein. Donc vous l'avez détenu 20 ans, donc vous avez que 2 ans sur la plus-value, plus les prélèvements libératoires entre 22 et 30 ans. Mais c'est bien la date d'achat de la nue propriété qui fait foi. Bonsoir, quelle est la différence fiscale avec un viager? Jeanne. La différence fiscale avec un viager, alors ne faisant pas de viager, je ne veux pas parler au nom des viagéristes, mais il me semble que dans le viager, vous prenez en considération la rente, que ce n'est pas un usufruit, c'est souvent un DUH, droit d'usage et d'habitation. Donc je ne veux pas parler au nom
d'un sujet que je ne maîtrise pas. Mais sur la fiscalité qui est celle de la nue propriété, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure. Hein, donc je ne vais pas revenir dessus. J'achète la nue propriété, je revends en pleine propriété après extinction de l'usufruit, et donc mon, mon prix de revient est la pleine propriété au jour de l'acquisition de la nue propriété. Sylvie, que se passe-t-il concernant le remboursement du prêt? Que se passe-t-il concernant le remboursement du prêt? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Vous mettez en place un, un- un financement, vous le mettez amortissable ou in fine, et vous remboursez votre crédit avec vos revenus, votre patrimoine financier. Sam, bonsoir et merci pour cette présentation. Que se passe-t-il en cas de décès de l'usufruitier? Alors, je pense que ça a été, la question a peut-être été posée avant que je l'évoque pendant la présentation. Comme je le disais, vous récupérez le bien plus tôt et vous restituez les loyers qui ont été prépayés sous forme de réduction de prix après abattement appliqué. Pas de frais de notaire lors de l'obtention de la pleine propriété. Prenons un exemple à 15 ans. Vous avez acquis la nue propriété. Au bout de 15 ans, le senior décède ou quitte le bien. Vous récupérez le bien par voie d'extinction de l'usufruit. Et donc, il n'y a pas de frais de notaire qui s'appliquent. Cal, je suis désolé, j'arrive pas à voir le nom. Je crois que c'est Cal. Bonsoir. Que se passe-t-il si l'usufruitier décède avant la fin de la durée sur laquelle on s'est mis d'accord? Donc ça, je pense que ça revient à la question qui a été posée préalablement en cas de décès de l'usufruitier prématuré. Pascal Sesques, bonsoir. Que se passe-t-il à la fin de la durée d'usufruit? Qui est propriétaire de quoi? Alors, à la fin de l'usufruit, le bien est remembré. Et l'acquéreur qui avait la nue propriété, effectivement, devient plein propriétaire. Mais il a octroyé dans l'acte authentique notarié, hein, c'est une vente immobilière classique de ce point de vue-là, hein, c'est chez le notaire, c'est un acte authentique. Au lieu de que le seigneur vende la nue propriété, il vend au lieu qu'il vende la pleine propriété, il vend la nue propriété du bien avec sous les conditions de Monétivia. Et ce qui se passe au terme de l'usufruit, c'est qu'un nouveau droit s'ouvre, qui est un DUH, un droit d'usage et d'habitation, qui est un droit personnel qu'a le senior. Et ce droit s'ouvre parce qu'en contrepartie, il a souscrit le contrat d'assurance qui indemnise l'acquéreur. Donc, au terme de l'usufruit s'éteint, un nouveau droit s'ouvre, un DUH, droit d'usage et d'habitation. Donc, le senior a ce droit qui est un droit personnel, occupe le bien, et l'investisseur, lui, perçoit l'indemnité versée par alliance. Si en revanche, le senior souhaite quitter les lieux, il renonce à ce droit d'usage d'habitation et récupère la rente. L'investisseur, lui, récupère l'appartement. Sarah, comment être sûr que l'usufruitier entretienne le bien pendant les 15 ans? Ne le laisse pas à l'abandon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'usufruitier, donc le senior, a son objectif en faisant l'opération, c'est de rester chez lui, hein, sinon il vendrait en pleine propriété, il partirait en maison de retraite. Donc c'est évidemment de rester chez lui. Donc il y a fort à parier que déjà l'état dans lequel se trouve l'appartement au moment de l'acquisition d'une propriété soit rigoureusement le même au moment où vous allez le récupérer, même si évidemment vous avez une usure naturelle, surtout sur 15 ou 20 ans, qui va s'opérer. Maintenant, vous avez quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, qui est attaché à ce bien et qui donc a choisi de continuer à l'occuper. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout le monde est assuré dans l'opération. Si il y avait un dégât matériel qui devait survenir, le senior est assuré, la copropriété est assurée, et vous-même êtes assuré, acquéreur. Vous avez ce qu'on appelle une PNO, hein, en tant que propriétaire non occupant. Claude Malige, d'où vient ce 30% minimum? Eh bien, c'est l'abattement minimum, effectivement, que nous appliquons au titre du fait que l'acquéreur soit rappelé
la transaction partait au départ sur une durée prédéterminée, la transaction va durer moins longtemps que prévu, ce qui justifie un abattement sur une demande de complément de prix qui sera versé, je le précise, j'ai oublié de le dire, l'acquéreur a 6 mois pour verser ce complément, hein, à partir du moment où il dispose du bien. Ça, c'est un élément qui est très important. Ce n'est pas à partir du moment où le décès survient, mais à partir du moment où l'acquéreur, qui est devenu plein propriétaire, hein, au décès, de fait, de droit, dispose du bien, à les clés du bien, il est vide, il est libre, et c'est à partir de là que, en tant que plein propriétaire, vous avez 6 mois pour verser ce complément aux ayants droit du vendeur. Faucheur, l'usufruitier peut-il céder la pleine propriété avant sa mort s'il va en maison de retraite? Alors, l'usufruitier peut-il céder? Il n'est pas plein propriétaire puisqu'il a lâché déjà la nue propriété, hein. C'est vous, acquéreur, qui avez la nue propriété. Il ne peut pas céder l'usufruit avant sa mère s'il va en maison de retraite. Alors, de deux choses l'une, soit il quitte le bien pendant qu'il est usufruitier parce qu'il part en maison de retraite contraint et forcé, par exemple, eu égard à son avancée en âge, il doit quitter les lieux, il est usufruitier, et donc en tant qu'usufruitier, il peut louer le bien. S'il venait à partir, par exemple, imaginons sur un usufruit de 15 ans, au bout de 10 ans, le bien peut être mis en location. La condition est qu'il passe par un professionnel de l'immobilier pour mettre le bien en location. Il ne peut pas le mettre seul en location. Il est prévu à l'acte que ce senior doit passer par un professionnel de l'immobilier, par Monetivia ou par un autre professionnel de l'immobilier, pardon, choisi par les deux parties pour mettre un locataire du coup solvable, bien sûr. Donc voilà ce qu'il peut faire en tant qu'usufruitier. Après l'usufruit, évidemment, s'il a quitté le bien, vous récupérez le bien de fait, puisqu'il aura renoncé à son droit d'usage du bien. Florence et lui, comment le montant de l'indemnité mensuelle est-il calculé? Sur quelle base? Alors, cette indemnité, donc, qui est le complément, eh bien, il est calculé sur la valeur économique que l'on connaît dès le départ de l'usufruit, hein, et qui est mentionnée à l'acte. Et dans l'acte, vous avez cette valeur d'usufruit qui est partie des loyers du bien, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec l'indexation, l'actualisation des loyers. Mais tous les economics de l'opération sont faits en T0, c'est-à-dire au moment où vous achetez le bien chez le notaire. Et sont mentionnés dans l'acte les différents compléments qui correspondent aux années restantes, au solde d'années restantes, après abattement. Donc c'est bien sur les economics d'aujourd'hui. Il n'y a pas, évidemment, si le bien immobilier venait à augmenter, la valeur du bien immobilier venait à augmenter dans les années qui viennent, évidemment qu'il n'y a pas de réajustement par rapport à cette valeur-là. L'opération est faite aujourd'hui et sur la valeur du bien d'aujourd'hui. Georges, pourquoi l'usufruit ne s'éteint-il pas dans ce cas avec le décès de l'usufruitier? Si l'usufruit s'éteint avec le décès de l'usufruitier, absolument. Même si je trouve le mécanisme présenté beaucoup plus juste vis-à-vis de l'usufruitier, s'agit-il d'une forme légale particulière? Alors, non, c'est-à-dire que il faut savoir que le démembrement de propriété existe dans le Code civil, hein, donc ça existe depuis Napoléon. Et donc, effectivement, un usufruit est un droit qui s'éteint lorsque l'usufruitier décède et rejoint la nue propriété, et donc le nu propriétaire devient de fait plein propriétaire du bien. Georges, à Olivier, pas impossible, mais le fisc est très vigilant sur ce genre d'opération. Attention à l'abus de droit. Alors, je vous rassure tout de suite sur ce sujet-là. La solution a été élaborée à partir de travaux de notaires, avec des notaires, avec des fiscalistes, CMS Francis Lefebvre pour ne pas les citer,
euh, euh, et notamment l'assureur Allianz. Donc, on est totalement dans le cadre légal. Flo 46, bonsoir. Est-il possible de visiter les biens avant l'achat? Bien sûr, et c'est tout l'avantage de l'ancien, hein, c'est qu'on n'achète pas sur plan, on n'achète pas en VFA. Euh, tous les biens sont visitables, bien évidemment. Comment ce produit pourrait-il se comparer à une SCPI en nue propriété? Eh bien, il y a des choses similaires, effectivement, puisque ça reste du démembrement. Je pense que l'énorme différence, c'est que là, vous achetez un bien en dur, tangible, et pas via de la pierre papier. Donc, l'immense différence, elle est là, c'est que vous allez mettre un affect, c'est un actif que vous allez euh, détenir, et donc, voilà la principale des différences. Après, on pourrait parler rendement, on pourrait parler un certain nombre de choses, puisque une SCPI, par définition, prend des frais de gestion, ce qui n'est pas le cas d'une acquisition en une propriété qui travaille pour vous et qui se capitalise en fait sans frais aucun. Nicolas Bazir, quelle est la différence avec un viager traditionnel? Je pense que vous l'avez vu au cours de cette présentation. J'en vois deux immédiates. La première, c'est évidemment en termes de risque. Il n'y a pas de risque piégé. Il n'y a pas de risque lié à la longévité du, du- du vendeur. Le viager repose sur des tables de mortalité, sur une espérance de vie théorique, et fait porter et au vendeur et à l'investisseur un risque considérable qui n'existe pas dans le schéma du démembrement de propriété temporaire tel qu'il est conçu par Monetivia, puisqu'il est basé sur des valeurs économiques pures de marché, et qu'avec ce produit d'assurance, la longévité est couverte. Et donc le TRI, le rendement de l'opération pour l'investisseur, est protégé, hein. La deuxième différence que je pourrais donner aussi également, c'est peut-être que ce type d'investissement, je parle de la nue propriété, telle que je viens de vous la présenter, est sans doute un produit beaucoup plus éthique que le viager, car il n'y a pas de pari nos investisseurs sont des investisseurs de long terme, et il n'y a pas de pari sur le décès du vendeur, qui est évidemment celui que fait l'acquéreur en viager, puisque tout son intérêt est que l'opération se solde rapidement euh, par un décès du vendeur. Alors, Florence et lui, pardon, si l'usufruitier peut louer le bien, comment contrôler ce qu'il s'y passera? Alors, effectivement, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est un professionnel de l'immobilier qui gère la location du bien. Donc, vous pouvez évidemment contrôler que tout se passe bien en tant que propriétaire avec un professionnel qui gère la location du bien. Euh, Anaïs, quid de la modification de la loi sur la nue propriété effectuée il y a quelques jours et qui consiste à pénaliser fortement les investissements à but uniquement fiscal? Alors, euh, effectivement, ce sujet qui est discuté actuellement concerne les donations qui sont faites aujourd'hui par des pleins propriétaires de biens à leurs enfants, avec comme objectif, effectivement, d'optimiser fiscalement l'opération, puisqu'en donnant la nue propriété et en conservant un usufruit, ils écrasent, ils écraseraient les droits dans le cadre de la succession. Mais on parle bien de ce sujet-là en particulier et absolument pas de ce qu'on est en train d'évoquer depuis le début de cette présentation, où il s'agit là d'un propriétaire qui vend la nue propriété et conserve un usufruit temporaire dans le bien. Nicolas Vézir, qui s'occupe de la location du bien si ce n'est pas l'investisseur? Merci. Donc, comme j'ai répondu précédemment, c'est un professionnel de l'immobilier. Georges Berned. Je veux juste quand même revenir sur ce point de la location qui est quand même très important. La location est un
épiphénomène. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête que celui qui fait l'opération du côté senior souhaite rester dans le bien le plus longtemps possible. Certes, il peut, et ce sera sans doute les cas concernés par l'allocation, il peut, compte tenu de son âge, compte tenu d'une fragilité euh, euh, soudaine, être contraint de quitter les lieux. Mais c'est la seule raison qui amènerait à mettre le bien en location, hein, puisque son objectif à lui est bien de rester dans le bien le plus longtemps possible. Alors, Georges, dans le cas d'un bien en copropriété, comment sont partagés les tièmes? Qui est le représentant aux assemblées générales décision sur les travaux? Alors, là, on rentre vraiment dans le détail, mais je vais répondre tout de suite à cette question. Aux assemblées générales, c'est l'usufruitier qui s'y rend. Ça n'empêche absolument pas, évidemment, le nu propriétaire d'y aller, hein. Si vous souhaitez y aller, évidemment, vous pouvez y aller. Mais par convention, il a le droit de vote pour une raison simple, c'est que c'est lui qui va payer les charges de copropriété euh, qui seront votées en dehors des grosses réparations sur lesquelles il doit avoir votre accord, en tous les cas votre vote, euh, et qu'il doit respecter lors du vote en Assemblée générale. Donc c'est bien lui qui recevra les appels de fonds, c'est lui qui reçoit la taxe foncière et qui règle tout ça. Vous, vous êtes totalement euh, débarrassé, si je peux utiliser ce terme, de tous ces sujets-là, euh, même si vous êtes au courant, puisque vous recevez les PV d'Assemblée générale en tant que propriétaire. Est-il possible, alors Olivier, est-il possible d'acheter en nue propriété dans un pays limitrophe, Suisse, Belgique? Ce sera possible de le faire, Olivier. Mais enfin, en tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, alors il faut toujours, c'est toujours pareil, avec toutes les précautions qui s'imposent. Chaque pays a son cadre fiscal propre. Donc, je ne veux pas parler au nom de pays dans lesquels nous n'intervenons pas, mais je ne serais pas étonné, par exemple pour la Suisse, que ce soit possible. Pense, Belkoff, qu'est-ce qui se passe avec la succession pour l'acheteur? Alors pour l'acheteur, l'acheteur il a acheté la nue propriété. S'il venait à décéder prématurément, c'est-à-dire avant son vendeur, avant l'usufruitier, eh bien son actif est dans la succession et reviendra de fait à ses ayants droit, à ses héritiers, à ses enfants, étant entendu que tout reviendra à sa succession, l'éventuelle indemnité payée par Alliance, hein, la rente versée par Alliance, reviendra également à sa succession puisqu'il y a une réversion de prévue. Alors, Claude, je pense qu'il manque le nantissement en place de l'hypothèque sur un bien immobilier existant sur cette page. Oui, c'est ça, c'est effectivement ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que c'était peut-être pas écrit, mais je pense que ça a été évoqué. Si c'est sur un bien immobilier, la banque mettra une hypothèque, prendra une garantie réelle sur un bien au titre de sa garantie, hein, parce qu'elle ne le fera pas sur la nue propriété elle-même, bien acquis. Florence et lui, que se passe-t-il si l'usufruitier senior quitte le bien, par exemple, pour aller en maison de retraite? Je crois avoir déjà répondu à cette question prématurément. Euh, Kay, comment rembourser l'emprunt si on n'encaisse pas de loyer pendant 15-20 ans? Eh bien, ça, évidemment, s'il n'y a pas de, il y a pas de, je vous confirme qu'il n'y a pas de loyer qui tombe tous les mois, puisque vous les avez perçus sous forme de réduction de prix dès le départ. Donc, si vous voulez emprunter, il faut être en capacité de rembourser cet emprunt si c'est un amortissable mensuellement ou si, in fine, il y aura des intérêts seulement à rembourser. Florence, et bonsoir également. Guignard, pardon, bonsoir. Une société de caution prend-elle en compte des propriétés situées hors France? Alors ça, il faut parler à des spécialisés, des courtiers avec qui on travaille, qui pourraient vous dire, mais j'en doute. J'en doute, mais je préfère réserver ma réponse. C'est un sujet qu'on peut voir si vous entrez en contact avec nous, mais je pense
quand même que la société de caution va vouloir que ces actifs soient sur le territoire national. Alors, Gabriel, bonsoir. Y a-t-il des conditions d'âge pour devenir usufruitier? Alors, dans le schéma standard, contrat monétivia avec une assurance, oui, il y a des conditions d'âge. Le vendeur, c'est-à-dire celui qui va devenir usufruitier, qui va vendre sa propriété, minimum 70 ans. Ça, c'est dans le schéma standard, c'est-à-dire je suis un vendeur, je souhaite rester dans le bien et je veux me garantir de pouvoir y rester grâce notamment à cette assurance. Il arrive que des vendeurs plus jeunes souhaitent faire l'opération sur des biens qui ne soient pas leur résidence principale. Je vous donne un exemple. Un vendeur a un bien locatif, par exemple, ou une résidence secondaire. Mais prenons un exemple d'un bien locatif. Je suis un propriétaire de ma résidence principale et j'ai des biens locatifs. Sur mes biens locatifs, je souhaite, par exemple, vendre la nue propriété de certains pour générer un capital, conserver les loyers sur ces biens pendant un temps donné. Nous allons, dans ces cas-là, procéder à un démembrement temporaire, toujours, sans assurance. C'est-à-dire que comme le senior n'habite pas le bien, que c'est un pur produit locatif, le bien sera vendu en nue propriété, la nue propriété sera vendue, avec un usufruit temporaire déterminé, prenons encore un exemple à 15 ans, et pendant 15 ans, donc, le vendeur de la nue propriété va percevoir en tant qu'usufruitier les loyers. Au bout de 15 ans, le bien reviendra automatiquement à l'acquéreur de la nue propriété, qui récupérera un locataire à ce moment-là et sera plein propriétaire du bien. Et là, à date. Voilà un exemple. Il peut y avoir aussi des sujets sur des résidences secondaires, par exemple. Comment est rémunéré Monetivia dans un montage de ce type? Comme je l'ai précisé sur l'exemple tout à l'heure, Monetivia va du côté de l'investisseur facturer des honoraires de 3,5% sur la valeur du bien. Voilà, on me dit que je dois rendre l'antenne. Il est 20 h à Paris. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Je suis désolé pour ceux à qui j'ai pas pu répondre. N'hésitez pas à prendre mon adresse email que je vais vous mettre tout de suite sur le. Voilà. Si je n'ai pas fait d'erreur, c'est ça, amaury.decalon@monetivia.com. Et n'hésitez pas, je répondrai évidemment à toutes vos questions. On est à votre disposition pour, évidemment, si vous êtes intéressé et si vous avez des sujets immobiliers, patrimoniaux, etc. Voilà, merci à vous. Vous recevrez tous cette vidéo envoyée par l'UFE, hein, tous ceux qui ont assisté à cette présentation. Je vous remercie et puis à bientôt peut-être.